Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que votre semaine s'est bien passée. C'est Amanti et comme chaque mercredi soir, je vous raconte une histoire de crime, de disparition ou de faits étranges. Ce soir, c'est l'affaire d'une étrange et soudaine disparition survenue au Japon en 2018 que je vous raconte. Celle de Tiffaine Véron, 36 ans, habitante à Poitiers, est débarquée au Japon le samedi 28 juillet 2018. Elle se rend à son hôtel, y dort, le quitte le dimanche matin vers 10h. Mais elle ne reviendra jamais. Dans sa chambre d'hôtel, il y a toutes ses affaires, sa valise, son passeport, et son appartement de Poitiers reste désespérément vide. Ses proches, après 3 années et demie d'incertitude, continuent le combat pour retrouver leur sœur, leur enfant ou leur ami. Voici son histoire. Alors déjà, qui est Tiffaine ? Tiffaine est née le 22 juillet 1982 à Rennes, c'est donc une femme de 36 ans. Elle est auxiliaire de vie scolaire dans une école sur la ville de Poitiers. Elle a donc un petit appartement sur Poitiers où elle mène une vie assez équilibrée. C'est une artiste peintre, une très bonne pianiste qui aime le cinéma ainsi que la lecture. C'est donc une femme très cultivée. Tiffaine a aussi plusieurs casquettes. Elle a fait des études en psychologie, a aussi une licence en histoire de l'art. Elle parle ou connaît les bases de plusieurs langues et a appris d'elle-même le russe ainsi que le japonais car elle aime ces deux pays. En particulier le Japon, qu'elle avait déjà visité en 2013. En 2002, elle a sa première crise d'épilepsie à ses 20 ans et aucun traitement ne semble fonctionner, ce qui va la contraindre dans sa vie quotidienne. Un traitement efficace sera découvert en 2015, elle ne fera presque plus de crise, une en 2 ans je crois, mais ses proches ont toujours un double des clés d'appartement juste au cas où. En 2015, elle commence donc un traitement anti-épileptique qui semble très bien fonctionner, et donc elle décide en 2018 qu'il est temps de retourner au Japon, mais pas seulement pour quelques jours, comme en 2013, où elle s'est contentée de visiter Tokyo. Là, elle prépare 3 semaines de voyage, avec un planning très strict à suivre, qu'elle conçoit depuis plusieurs mois. Elle réserve toutes ses chambres d'hôtel en avance, tout est chronométré à l'heure près. Elle a pris soin de prendre sur elle 4 semaines de traitement qu'elle a traduit en japonais. Elle part du 26 juillet 2018 au 15 août 2018. Et grâce à WhatsApp, elle va rester en contact avec ses proches. Elle débarque le samedi matin à l'aéroport de Tokyo Narita, le plus grand du pays, puis elle prend le train jusqu'à Nikko, arrivée à 14h01. Nikko est une ville de 80 000 habitants à 150 km de Tokyo, dans la préfecture de Tochigi. Et sur les caméras de vidéosurveillance, elle semble heureuse de commencer ce voyage en solitaire, dans une ville tranquille mais qui reste très touristique. Il y a de nombreux points d'intérêt, de temples, de chemins de randonnée. Mais Tiffaine n'est pas très sportive et n'a pris avec elle qu'une paire de chaussures en toile. Elle se rend à son hôtel, le Turtle Inn, situé à 32 minutes à pied depuis la gare, mais elle va mettre 2 heures pour s'y rendre. Elle va s'arrêter en chemin pour visiter, prendre des photos et donner des nouvelles à ses proches. Le soir vers 19h, elle va prendre un repas dans une supérette à 2-3 minutes à pied environ, et ce soir-là il pleut, un typhon rétrogradé en tempête tropicale frappe le pays en fin de journée. Il y a donc beaucoup de vent et de la pluie. Et c'est là qu'elle rencontre un couple de touristes français qui lui conseille de visiter les temples de Kanmangafushi Abyss. Tiffaine va rester 2 heures dans le magasin à manger et discuter, et elle se rend dans sa chambre d'hôtel au rez-de-chaussée vers 21h. Notez que Tiffaine sera la seule cliente du Turtle Inn à avoir pris une chambre au rez-de-chaussée. Elle y passe la nuit, tranquillement, peut-être qu'elle a un petit peu de mal à trouver le sommeil, les cloisons au Japon sont très fines, et elle a subi un très gros décalage horaire. Dimanche matin, elle se réveille vers 7h du matin, on le sait grâce au relevé de téléphone, et elle prend son petit déjeuner vers 8h30 avec les autres touristes. Il y a 2 hommes français qui visitent la région, un couple d'Allemands et quelques clients japonais. Elle discute un petit peu avec eux et elle leur explique que dans la journée, elle compte visiter le lac Shūgen-shi ainsi que les temples alentours. Un des clients va prendre une photographie où Tiffaine va apparaître. Ce sera le dernier cliché de la jeune femme de 36 ans. Elle semble prête à commencer sa journée bien remplie. Nous sommes le dimanche 29 juillet 2018, Tiffaine a 16 lieux à visiter. Ce dimanche matin, Tiffaine sort de l'hôtel à 10h pour entamer son aventure. Le lundi matin, elle doit faire son check-out avant de quitter la chambre. Pourtant, le gérant ne la voit pas arriver. Il attend, mais elle ne revient pas. Inquiet, il appelle la police vers 11h du matin.
mais pour le moment, il ne considère pas que sa disparition soit inquiétante. Le gérant va tenter de joindre Tiffen sur son téléphone portable devant les policiers, mais il va tomber directement sur sa boîte vocale. À 11h23, Tiffen est officiellement portée disparue et l'enquête commence. Le 1er août, l'ambassade de France prévient la famille qui se rendra sur place quelques jours plus tard, le 3 août. Les recherches commencent lentement. Les policiers japonais interrogent le gérant de l'hôtel qui leur dira que Tiffen est partie dimanche vers 10h pour débuter sa journée de visite. Elle utilise pourtant son téléphone portable jusqu'à 11h34, tout en profitant du Wi-Fi de l'hôtel. Le gérant se serait-il trompé d'horaire ? À partir de 11h40, plus rien de visible. Le téléphone ne reçoit ni n'envoie aucune donnée. Peut-être que Tiffen est simplement en zone blanche. Il remarque que son téléphone cesse complètement de fonctionner dès 18h11, mais que ce dernier ne s'est pas éteint de façon ordinaire, que le téléphone est soit tombé à l'eau ou que la batterie a été gravement endommagée, même qu'elle aurait pu être arrachée. Les clients de l'hôtel sont eux aussi interrogés, mais rien. Tiffen semblait bien quand elle est partie et heureuse d'être là. Tiffen portait un t-shirt blanc à pois, un bermuda, des baskets en toile avec des fleurs, un poncho bleu comme on met en période de typhon au Japon, et son sac en bandoulière en plastique, avec toutes ses affaires à l'intérieur, dont son téléphone portable et ses médicaments. Quand la famille arrive sur place, elle est bien accueillie, mais elle se rend compte que les recherches n'avancent pas de la même façon qu'en France. Car en effet, la disparition n'a pas de qualification pénale au Japon. Les autorités ont donc une marge de manœuvre extrêmement réduite. S'ils veulent fouiller un domicile par exemple, c'est au bon vouloir du propriétaire. Cela vient du fait que s'il n'y a pas de traces évidentes d'un crime accompagné de la disparition, la police n'interviendra pas. Peut-être aussi car la vie privée reste et demeure privée si rien ne la contraint à se dévoiler. Il est donc aisé au Japon de disparaître, et des entreprises se sont même spécialisées dans ce domaine bien particulier. Des centaines de personnes choisissent cette option pour changer de vie. Petite anecdote, je crois me souvenir qu'au bout de 5 ans, si vous disparaissez au Japon, vos dettes sont effacées. Il y a même des quartiers entiers qui se forment, constitués de toutes ces personnes qui ont décidé de changer de vie, gérés par des yakuza, où il est possible de travailler sans carte d'identité. Ce phénomène a un nom, les joatsu, ou les évaporés. Ils quittent tout par honte, car l'échec y est intolérable, à cause de dettes insurmontables, et parfois car ils sont victimes de violences conjugales et sont contraints de vivre en marge de la société nippone. Parfois, certains sont revenus, mais leur vie a complètement changé. Et à l'instar des maladies mentales, tous les comportements ou pathologies qui sont hors du cadre de la norme sont encore tabous au Japon. Et par honte, les familles ne recherchent pas leurs proches. Cela ne les empêche pas de souffrir énormément, car la justice ne bouge pas. Ils sont contraints d'attendre, vivant chaque jour dans l'incertitude que leurs proches refassent surface ou que leur corps soit retrouvé un jour. Ils sont 100 000 par an à s'évaporer. Il y a quelques vidéos qui parlent très bien de ce sujet et je vous les mets en information ainsi qu'en description. Le 6 août 2018, la maman de Tiffen envoie un courrier au président Macron pour demander plus de moyens de recherche. Il aura fallu attendre 9 jours après sa disparition pour qu'un avis de recherche soit diffusé. Une première battue est effectuée le 10 août 2018. Pendant moins d'une après-midi, ils fouillent les chemins de randonnée, car les policiers pensent que Tiffen est allée au Kanmagafushi Abyss, un lieu très peu fréquenté, car pour les Japonais, le lieu semble hanté. C'est un lieu aussi très glissant, et c'est cela la thèse principale des enquêteurs, que Tiffen serait tombée à l'eau, car pour eux, le niveau de l'eau de la rivière était plus haut que la normale, à cause des fortes pluies dues au typhon. Mais rappelez-vous qu'il n'y a pas eu de typhon, juste une tempête tropicale avec certes du vent et de fortes pluies, qui, selon des experts météo japonais, n'a pas eu d'impact sur le temps, ni sur le niveau de l'eau le jour de sa disparition. Qu'elle a même peut-être fait une crise d'épilepsie et se serait noyée. Mais la police a du mal à démarrer. Le 9 septembre, sa sœur lance un appel aux touristes de Nikko pour savoir s'ils auraient des photos de Tiffen, ce que la police nippone n'a pas fait. Un des frères fut aussi invité à assister aux investigations faites dans la chambre d'hôtel. À l'aide de luminol, pulvérisé dans toute la chambre, plongée dans l'obscurité, furent dévoilées de petites taches sur le lit,
ainsi qu'une traînée suspecte sur le mur, partant du sol à mi-hauteur. Les taches sur le lit seront testées car le luminol ne réagit pas qu'aux traces de sang. Et rien de très concluant pour la police. On ne saura pas s'il s'agit de traces de sang ou non, et le mur ne sera pas testé. Le 17 octobre 2018, sa sœur a interpellé Emmanuel Macron car il se rend au Japon dans quelques jours. La famille demande un geste de sa part. Le 26 octobre 2018, une nouvelle battue est faite, mais au même endroit que la précédente. Selon la police japonaise, il n'y a étrangement aucune trace du passage de Tiffen sur les caméras de surveillance, alors qu'il y en a un petit peu partout, au niveau de certains temples, de certains ponts, dans les bus et dans les magasins. Donc quoi, Tiffen sort de l'hôtel et se dirige par manque de chance dans un lieu mal desservi, en service téléphonique, et qui plus est sans caméra. Rien non plus ne sera trouvé dans la rivière. Pourtant, la thèse de l'accident, de la noyade, la police s'y accroche. Et le 30 août 2018, un crâne est découvert dans les bois. Mais l'ADN révèle que ce n'est pas Tiffen. Le crâne est tissé depuis 6 ans. Le 31 août, la famille est revenue en France et rencontre la police au Poitiers. Le 20 février 2019, une déclaration de présomption d'absence est déposée au tribunal de Poitiers. Il faudra attendre la fin d'année 2019 pour que le dossier de 150 pages soit traduit et donné aux policiers de Poitiers. En mai 2019, des policiers français sont envoyés au Japon, mais à titre d'observateurs. La famille organise à ses frais des recherches avec des chiens spécialisés dans la recherche du corps. Et en août, une manifestation est organisée à Nikko et un appel à témoins est lancé sur YouTube par la famille. On parle de Tiffen sur Twitter et Lissy Moon publie une vidéo dédiée à la jeune femme. La famille pense que Tiffen est toujours en vie, mais séquestrée quelque part. Les alpinistes vont aussi aider la famille à rechercher Tiffen dans la montagne alentour. La famille va aussi recevoir l'aide de détectives privés, Antoine Veil et Jean-François Abgral, qui a travaillé sur les meurtres de Francis Holm et Émile Louis. À Nikko, il se passe des choses très étranges. Depuis quelque temps, des morceaux de corps sont découverts dans l'eau, au fur et à mesure. La plupart du temps, ce sont des morceaux de corps de femmes. C'est arrivé au cours du mois de la disparition de Tiffen. J'ai trouvé quelques articles qui en parlent, car il n'y a pas qu'à Nikko que des corps démembrés sont retrouvés. À Osaka, et à Tokyo par exemple, en 2017, à Zama, tout près de Tokyo. 9 corps, dont 2 décapités, seront retrouvés dans un appartement. Un homme de 27 ans sera interpellé. Un lien avait été fait avec sa dernière victime, rencontrée sur un forum où les gens cherchent à mettre fin à leur jour, mais qui ne souhaitent pas le faire seuls. Dans les bois alentours, à Nikko, des affiches invitent les promeneuses à se méfier, car un homme se faisant passer pour un guide aurait commis des attouchements sur certaines femmes. La police, il me semble, n'ira pas chercher dans ce sens. En 2019, la famille a dû rendre l'appartement de Tiffen inoccupé depuis 11 mois. Sa chambre d'hôtel, elle, ne sera pas mise sous scellé, elle va être vidée, nettoyée et relouée assez vite. La communication avec la police japonaise est difficile. Il y a déjà la barrière de la langue et certaines différences culturelles, et peut-être une certaine méfiance des étrangers. À noter aussi qu'au Japon, il n'y a pas de communication entre les services, pas de centralisation de l'information. Ils fonctionnent par district, ce qui rend les disparitions beaucoup plus simples. Les gens peuvent même garder leur numéro de sécurité sociale ainsi que leur nom sans souci. Les médias japonais se sont beaucoup intéressés à l'affaire, la famille a donné quelques interviews. Certains ont même aidé à récolter des informations ou à faire certaines vérifications sur des photos. Une en particulier, celle prise par un touriste, d'une personne peut-être avec un ponchon bleu, faisant penser à Tiffen. Mais on saura plus tard qu'il s'agissait en fait d'une voiture. Des spécialistes de la Mountain Medic Event, une équipe spécialisée dans les interventions en milieu hostile, va aider la famille dans les recherches sur les rives de la rivière et dans ses eaux. Une personne aurait aussi reconnu Tiffen au mont Nakimochi, mais la personne en question portait une robe, ce que ne portait pas Tiffen. Cela vient d'une difficulté d'une personne d'une ethnie à différencier celle d'une autre.
Il faut être habitué et aussi exercer son cerveau pour arriver à voir des distinctions entre deux personnes d'une ethnie différente de la sienne. Il n'y a étrangement pas eu de réquisition pour géolocaliser son téléphone portable. Il fallait demander à la société SoftBank qui gère beaucoup de choses dans le pays. Et la police, bizarrement, n'a pas fait la demande. En général, ces données sont conservées 6 mois avant d'être effacées, donc là, il n'y a plus rien à faire aujourd'hui. Je me permets donc de donner un petit avis personnel sur les théories abordées dans cette vidéo qui, je pense, est assez complète. L'accident est peu probable selon moi. Tiffen ne se serait pas mise en danger. Souvenez-vous qu'elle n'est pas sportive. Elle n'avait que des baskets en toile et non des chaussures de randonnée. Donc déjà les sentiers de randonnée on oublie. Elle me semble suffisamment responsable pour ne pas s'aventurer dans un lieu où le risque de chute serait important. À supposer qu'elle aurait fait un malaise, elle n'aurait pas titubé pour tomber dans la rivière. Une crise d'épilepsie crispe le corps, va tendre les muscles, elle se serait simplement effondrée sur elle-même, aurait convulsé et se serait évanouie. Et là, d'autres personnes l'auraient trouvée donc inanimée au sol. Et personnellement, je ne l'imagine pas s'approcher du bord pour prendre des photos et avoir une crise juste à cet instant. C'est vraiment pas de bol. Après tout, la rivière a été fouillée et rien. Aucune affaire appartenant à Tiffen n'ont été trouvées. Il y a aussi tout le long de la rivière des sortes de récupérateurs en béton pour récupérer des objets pour éviter qu'ils tombent dans l'océan et ne polluent l'océan. Et là non plus, on ne trouve rien. Pas le poncho, pas le sac, pas d'autres effets personnels. La thèse criminelle, contrairement à la précédente, est la plus probable. Déjà la trace suspecte sur le mur de la chambre, qui n'a pas été analysée, le fait que Tiffen soit la seule résidente d'une chambre au rez-de-chaussée, quelqu'un aurait très bien pu s'introduire dans la chambre, il y aurait eu altercation et Tiffen serait morte dans la chambre. Mais là, il y a un problème. Au Japon, les murs sont super fins. Si vous mettez la télé ne serait-ce qu'un petit peu trop fort, tout le monde peut entendre. Il n'y a vraiment aucune intimité sonore. Alors, dans une bagarre, il y a des coups, des cris, des chutes, on heurte les meubles et les murs, tout le monde aurait entendu. Et qu'un client ait tué Tiffen me paraît improbable. Mais j'ai mon idée. Prenons l'hypothèse que Tiffen ait raconté sa journée à d'autres touristes, des gens rencontrés dans l'intervalle entre la gare et Nico par exemple, dans la Super L, qu'elle ait rencontré d'autres personnes. Donc elle raconte sa journée de dimanche, et ces derniers lui proposent de la conduire là-bas, parce que eux aussi vont dans ces zones-là. C'est un genre de covoiturage en somme. Tiffen laisse donc son planning de la journée dans sa chambre, elle n'en a pas besoin, elle sort visiter avec d'autres personnes les lieux qu'elle souhaite faire dans sa journée. C'est pour cela qu'elle n'apparaît pas dans les bus, ni sur la route. Quelqu'un de l'extérieur de l'hôtel ou à l'intérieur lui a proposé de la conduire à chaque lieu de sa visite de la journée. Alors ça peut être des touristes ou peut-être un genre de taxi clandestin qui a vu que la jeune touriste qui est seule n'a pas de véhicule, n'a pas loué de véhicule. Mais volontairement ou non, cette personne s'en est prise à Tiffen. En décembre 2019, la famille crée une association pour mobiliser le plus de volontaires possible et faire connaître leur histoire. Site que je vous invite à visiter. Vous pouvez également faire un don pour les soutenir, car les recherches ont un coût relativement important. Je vous remercie d'avoir écouté ou regardé cette vidéo dédiée à l'énigme de la disparition de Tiffen Véron jusqu'au bout. J'attends avec impatience votre avis sur ce mystère qui, je le souhaite de tout cœur, ne restera pas sans réponse, qu'elle soit heureuse ou funeste. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle histoire, et d'ici là, n'oubliez pas, mieux vaut connaître le pire, quel qu'il soit, que de demeurer dans une affreuse incertitude. Oscar Wilde.